Paul Biya a 92 ans, bientôt en février 93. De vous à moi, Paul Biya viendra disparaître un jour. Et quand il va disparaître par la force des choses, est-ce que les petits vont disparaître? Lorsque ce monsieur dit que l'opposition représente le coton sport de Garoua, tandis que le candidat du parti au pouvoir représenterait le Real de Madrid, et que s'il y a match entre les deux, on sait qui va gagner, il ne faut pas plus pour dire qu'il a déclaré de son côté également que le candidat du RDPC avait gagné l'élection. Un peuple peut décider à l'occasion de prendre ses responsabilités. Ça s'est souvent vu. On a vu des résultats être proclamés et le peuple les a contestés. Rien ne dépasse la volonté du peuple. Rien alors, mais rien ne dépasse la volonté du peuple. Aux gens de ma communauté. Comme quoi, moi je devrais soutenir par exemple Cabral Libi parce qu'il est Bassa. En plus d'être Bassa, nous sommes du même clan, c'est-à-dire des Longones. Je vous assure, en 2018, j'ai soutenu plus que tous ces gens, Cabral Libi. J'ai organisé au sein de la famille Longone une quête pour Cabral Libi. Dès qu'il dit que c'est pas faux, que c'est faux, je cite les noms de ceux qui cotisaient autour de moi. Ceux qui se cotisaient. Cabral, c'est que j'ai eu pour lui une très grande affection. Pour les avoir côtoyés tous, Méon n'est pas dans le RDPC, et ça je l'affirme, par tribalisme. Non. Parce que même Tiroma, que nous disons vouloir comme chef d'État, nous le voulons comme président de transition. Nous ne voulons pas Tiroma comme président éternel du Cameroun. Nous disons non. J'ai personnellement suivi le professeur Baebek défendre de manière vigoureuse la cause des Bassa. Est-ce cela le tribalisme? Nous allons le voir. Que ces deux personnages méritaient que nous leur accordions notre réflexion. Et nous avons intitulé le live de ce jour « Les intellectuels à l'épreuve du tribalisme et des conflits d'appartenance. Les cas du docteur Fridolin K et le professeur Nkunvondo. » Non, ce n'est pas à dire que ces deux personnages soient les seuls à nous intéresser ou soient les seuls à être impliqués dans des postures que nous qualifions de postures de replis identitaires ou de tribalisme, mais c'est que ces deux personnages quand même, dont la présence à la fois sur les médias, dans les médias, mais également sur les plateformes, nous aura intéressés. Je voudrais tout de go lever certaines équivoques. Il me semble important de préciser certaines choses. Lorsque nous préparions cette émission, parce que j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, j'ai l'un de mes collaborateurs qui m'a dit qu'il fallait ajouter le professeur Baebek, comme pour me signaler que le professeur Baebek est lui aussi de ces intellectuels tribalistes. Il faut peut-être préciser qu'en journée, dans une émission, notamment qui s'est déroulée sur Canal 2, j'ai personnellement suivi le professeur Baebek défendre de manière vigoureuse la cause des Bassa. Est-ce cela le tribalisme? Nous allons le voir. Qu'est-ce que nous reprochons à certains intellectuels? Nous allons le préciser ici. Alors, quelques faux présupposés qu'il faut clarifier. Je vous disais qu'un collaborateur m'a fait remarquer qu'il fallait rajouter le nom du professeur Baebek. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire et je vais m'expliquer au cours du débat. Mais je voudrais d'abord préciser quelques aspects. Parce que les deux intellectuels que nous avons choisis appartiennent à la même ère communautaire, c'est-à-dire l'ère Ekang-Beti. On peut être amené à penser que nous stigmatisons les Beti, que nous parlons de tribalisme uniquement en nous référant aux Beti. Loin s'en faut. Donc, la première clarification, c'est que je ne mets pas la tribu Beti ou Ekang en index comme étant le moteur du tribalisme au Cameroun. Non, je ne le fais pas, ni aujourd'hui, ni demain, je ne l'ai même pas fait hier. Deuxième faux présupposé à clarifier, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de véritable opposant Beti, opposant au régime actuel, qui est un régime qui est en majorité dirigé par nos frères Beti. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Camerounais Beti qui s'opposent de manière sérieuse à ce régime. Je ne le dis pas non plus. Je pourrais citer des cas, mais pour le moment, limitons-nous à ce faux présupposé.
Troisième faux présupposé. Je ne dis pas non plus que le régime actuel est tribaliste par définition. Non. Je ne prétends pas que le régime actuel, encore dirigé par M. Paul Biya, président de la République, est un régime tribaliste par définition. Je ne le dis pas. Ça ne fait pas partie de ma logique de cette affaire. Je ne dis pas que les bêtis ne sont pas victimes. Ça, c'est le quatrième présupposé. Je ne dis pas que les bêtis ne sont pas victimes, eux aussi, du tribalisme de la part des autres. Je ne le dis pas non plus. Enfin, je n'invite pas à une fatwa contre les bêtis. Quand je l'ai dit, je reviens sur les points qui me semblent importants. Ce que nous appelons tribalisme peut exister de manière tout à fait naturelle chez les individus, mais surtout de manière culturelle. Ce que nous allons mettre en index ici, c'est l'instrumentalisation politique de la tribu comme moyen de lutte. C'est l'instrumentalisation politique de la tribu comme moyen de lutte politique, évidemment. Et pourquoi nous nous arrêtons sur le cas des intellectuels? Nous nous arrêtons sur le cas des intellectuels parce que nous estimons qu'ils ont des outils pour ne pas céder à une forme de chantage émotionnel auquel pourrait facilement céder le commun des mortels. On peut prendre un kidam et lui agiter l'affection tribale et le gagner à une certaine cause. Mais l'intellectuel a quand même les outils qui lui permettent d'avoir un jugement plus équilibré. Nous avons assisté ces jours derniers à des revirements spectaculaires. Deux de ces revirements ont retenu notre attention. Simultanément, nous allons parler des deux individus, des deux personnes, des mêmes personnalités, le professeur Nkoumvondo et le docteur Fridolin Nke. Le plus spectaculaire des deux étant évidemment le docteur Fridolin Nke. Mais parlons simultanément des deux. On pourrait me dire en quoi le professeur Nkoumvondo a fait un revirement. Non, le professeur Nkoumvondo offre son appareil politique, que nous appelons le Parti Univers, au candidat Akeremouna. Mais dans le même temps, c'est lui qui veut diriger la campagne de Akeremouna, qui veut donner les orientations idéologiques à Akeremouna. Il faut préciser ici que lorsque Akeremouna ou un autre va vers un parti politique, ce n'est pas forcément pour épouser l'idéologie de ce parti politique. Non. On ne peut pas épouser l'idéologie d'un parti politique à quelques jours d'une élection. Ce n'est pas vrai. Parlons de manière sérieuse. On ne peut pas adhérer à un parti politique juste à l'occasion d'une élection. Mais ces personnalités utilisent cette technique pour contourner des écueils qui sont dressés sur leur voie par le parti au pouvoir, qui vous oblige, d'une part, à obtenir, si vous n'avez pas un parti politique ayant des élus, à obtenir 300 signatures de 30 personnalités bien définies par région. Sachant que ces personnalités, pour la plupart, sont rattachées d'une manière ou d'une autre au parti au pouvoir et qu'elles refuseront le moment venu de vous donner ces signatures. La voie de la candidature indépendante est donc une voie piégée. Il vous reste la voie des partis dits Yango, par un intellectuel camerounais pour ne pas le nommer, le professeur Mathias Eric Ounangui. Alors, vous allez donc prendre l'appareil politique d'un individu juste à l'occasion de l'élection présidentielle. Et il est probable que vous vous sépariez juste après cette élection. D'où vient-il que parce que vous avez emprunté cet appareil, et quelquefois c'est soumis à des conditionnalités, je ne veux pas en dire plus, mais d'où vient-il que parce que vous avez emprunté cet appareil, qu'on vous contraigne à adopter une certaine ligne, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, le professeur Nkoumvondo croit qu'il a le pouvoir d'empêcher le candidat Akeremouna
de faire des alliances avec d'autres candidats à l'occasion de l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas Nkoumfondo qui est candidat. Mais pour le comprendre facilement, si Akeremouna venait à être élu, les Camerounais auraient fait confiance à Akeremouna, pas à Nkoumfondo. Et il est possible, on l'a vu en France avec Macron, il est possible qu'après son élection, Akeremouna s'offre à lui-même un appareil politique et se sépare à travers un gentleman agreement avec son collaborateur politique d'avant les élections. Non, je fais ce détour pour revenir à quelque chose. À la vérité, le professeur Nkoumfondo est un infiltré de l'opposition qui sert certains intérêts et qui a pour rôle de capter certaines énergies pour les disperser le moment venu. Et il lui a semblé qu'il n'était pas de nature à assurer la bonne marche de son plan. Parce qu'une fois que Akeremouna commence à vouloir s'attacher les services ou bien à vouloir faire alliance avec un tel autre, Nkoumfondo se rend compte que cette alliance pourrait aller contre les intérêts de ceux qui l'ont envoyé infiltrer l'opposition. Je l'ai suivi aujourd'hui, mais j'étais totalement abasourdi de voir un opposant dire systématiquement que le candidat de l'opposition, qui est présenté comme un des plus importants, Issa Chiroma Bakari, ne pouvait pas avoir réuni tous les PV des différents bureaux de vote et donc ne pouvait pas être au courant d'une victoire quelconque. Cela n'est pas l'objet de notre débat. Mais que ce soit un opposant, vous comprenez les guillemets que je mets, qui soit en train d'avoir totalement la posture d'un RDPCiste, cela nous pose problème. Mais à côté de ça, nous voyons bien une meute de personnes envoyées par le camp qui s'oppose à l'opposition, affirmer sans ambages que le candidat du parti au pouvoir a gagné l'élection. Et quand eux, ils l'affirment, ils ne sont menacés de rien. Non. Que ce soit les hommes de médias ou d'autres. Vous avez d'ailleurs suivi la publication de certains résultats entre guillemets, des bureaux de vote par un homme de médias, qui donnait systématiquement 100% au candidat Paul Biya dans tous les bureaux de vote d'une certaine circonscription. Mais toute honte but. Cela n'a offusqué personne. Ce qui est inacceptable, c'est qu'un candidat de l'opposition fasse pareil. C'est-à-dire, si vous avez 100% partout, vous avez gagné, vous n'avez plus besoin de le dire verbalement. Encore qu'aujourd'hui, moi j'ai suivi des représentants du RDPC sur les plateaux dire que le président Paul Biya a gagné l'élection. D'ailleurs, l'un d'entre eux, un homme de médias, a dit que pour éviter tout conflit après les élections, nous devrons nous soumettre au verdict prononcé par le Conseil constitutionnel. Et il est allé plus loin en précisant qu'à cette date-là, le Conseil constitutionnel dira que Paul Biya a gagné l'élection de 2025 et que cela sera légal. Toute autre discussion qui viendrait après sera illégale. Il n'a été menacé de rien. Sur le même plateau, il a suffi que son copanéliste lui dise que si les choses ne se passent pas de cette façon-là, le peuple pourrait se soulever pour que lui, qui n'a aucun pouvoir, menace le copanéliste d'être poursuivi. Est-ce que nous observons cette politique de 2 poids 2 mesures? Revenons donc à ce qui est notre problématique de ce jour. Pourquoi je pense qu'il y a instrumentalisation ici auprès des intellectuels de la tribu comme moyen de lutte politique et pourquoi je prends les deux cas? Vous savez, il existe un discours kobold que ceux qui sont en difficulté prêchent souvent. Les membres du parti au pouvoir ajustent leur discours aux personnes qui sont en face d'elles, ou d'eux. C'est-à-dire que si vous êtes un individu petit, femme petit et camp petit, on a tendance à vous dire que si le président Paul Biya n'est plus président du Cameroun, les petits vont en pâtir. Je tiens à dire que c'est un gros mensonge. C'est de la manipulation pure et simple.
Et donc, on dit à certains Betty qu'ils perdraient tous les privilèges si le président Paul Biya n'était plus président de la République. Mais là, je m'adresse d'abord à mes frères Betty, parce que moi, je suis Betty par alliance. Ma maman est une épouse, elle est épouse d'un Étone. Mes autres frères sont des Étones, mais je suis même Betty plusieurs fois. J'ai des enfants avec des femmes Betty, ainsi de suite. À mes frères Betty, j'aurais pu m'adresser à vous en Néondo, mais je vais le faire en français. Paul Biya a 92 ans, bientôt en février 93. De vous à moi, Paul Biya viendra à disparaître un jour. Et quand il va disparaître par la force des choses, est-ce que les Betty vont disparaître? Ou alors, mes frères Betty, nous nous imaginons que quand Paul Biya ne sera pas là, il faudra forcément qu'on mette un Betty pour que les Betty n'aient pas de problème. Est-ce qu'on peut dire que Paul Biya a régné pour les Betty? Non. Ça aussi, c'est un faux présupposé. Paul Biya a eu son règne de 43 ans jusqu'à présent. Il y a eu de l'heure, il y a eu du malheur. Il y a eu des choses bien faites, il y a eu des choses très mal faites. Les Betty ne sont pas comptables de ce que Paul Biya a fait de ses 43 ans de pouvoir. J'irai même plus loin. Même la famille nucléaire de Paul Biya n'est pas comptable de la gestion qu'il a eue de l'État en 43 ans. Donc, je peux tolérer qu'un Kidam cède à une telle manipulation. Mais qu'un intellectuel se retrouve en train de dire que si un Magida gagne l'élection, les Betty sont morts. Mais il faut avoir perdu le sens pour réfléchir ainsi. J'indexe donc en premier lieu le docteur Fridolin Nkeh, dont nous avons admiré la lutte. Nous avons vu le docteur Fridolin Nkeh à l'ouvrage. Quelques-uns d'entre nous avons même estimé des fois qu'il en faisait trop. Moi, je n'ai jamais approuvé le langage du docteur Fridolin Nkeh. Vous vous rappelez, j'ai eu un dernier plateau avec lui. Plateau au cours duquel il s'est permis d'insulter la première dame. Il a dit que le Cameroun était géré par deux paires de seins, ça veut dire deux femmes, indexant ainsi la première dame et l'épouse du DG de la SNH. C'est des propos que personnellement j'ai trouvé trop osés et même discourtois. Moi je ne parle pas de cette façon-là. Mais ce monsieur qui allait jusqu'à ce point-là, finit par vous dire, et ce jour, il faut encore préciser, j'ai acheté auprès de ce monsieur 2 jets d'ouvrages. Mais je ne vais pas vous rappeler ici les titres des ouvrages. Encore le contenu. L'un des ouvrages a pour titre Paul Biya, l'ange du chaos. Et que, quelque temps avant l'élection ou après le vote, le docteur Fridolin Nkeh nous dit « Je déteste le régime de Paul Biya, mais je préfère Paul Biya à Issa Tiroma. » Si ce n'est pas un repli identitaire, si ce n'est pas un conflit d'appartenance, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on a trompé Nkeh en lui disant que le Magida là représente un danger pour les petits. Mais c'est comment on peut bâtir une nation en parlant et en réfléchissant ainsi, mes frères? Mes frères petits, qui peut nous assurer que nous pouvons encore tenir le pouvoir politique au Cameroun pour longtemps en nous basant sur la tribu? Est-ce que c'est la meilleure façon de réfléchir? Si j'avais un conseil à donner aux non-petits, je leur dirais, pour sortir de cette première phase, qu'aucun Camerounais désirant diriger le Cameroun ne doit mettre en idée que devenu président, il va se venger des petits. Si un Camerounais réfléchit ainsi, déjà il n'est pas un homme d'État de la stature dont nous avons besoin pour gérer le Cameroun, mais encore, c'est une fausse piste qui ne peut aboutir qu'au chaos. Les Betty ont des qualités comme chaque communauté a des qualités. Si nous devons mettre ici en avant les qualités des Betty, je dirais aux Camerounais que seule l'hospitalité des Betty justifie que personne ne veut détruire ou s'attaquer au clan des Ekan Betty. Je vous assure. Et même du point de vue stratégique, ce n'est pas intelligent. Mais plus encore, une nation qui veut se bâtir ne se bâtit pas sur les rancœurs, sur la chasse aux sorcières, sur les vengeances. Une nation qui veut se bâtit dans la prospective. J'en viens à la personne du professeur Nkoum Vondon.
Le professeur Nkumvondo, avec lequel nous avons cheminé dans la lutte politique, moi comme acteur de la société civile et des médias, lui comme acteur politique direct et du monde universitaire, j'ai eu l'impression à des moments que j'avais affaire à un Betty qui était un intellectuel débarrassé des œillères. Quand nous échangeons, je ne voyais pas quelqu'un qui défendait la tribu. Je voyais quelqu'un qui défendait le bon sens. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé parce que lui aussi s'est laissé prendre au piège d'un gros mensonge. Nous soulignons ce mensonge ici. Biya n'a accordé aucun privilège spécial aux clans Ekambeti. Et les Ekambeti ne sont en rien responsables du bilan de Paul Biya. Je le dis de manière péremptoire. Aucun Ekambeti ne devrait donc, par solidarisme primaire, croire qu'il faut défendre à tout prix Paul Biya de peur que quelqu'un d'autre vienne le tuer. Personne ne tuera les Bétis. C'est faux. On fait de la manipulation. Pure et simple. Personne ne s'attaquera ni aux Bétis, ni même à la famille de Paul Biya. Parce que, stratégiquement, ça n'a aucun sens. Donc, quelqu'un comme Nkumvondo, peut-être pour d'autres raisons, sait-on jamais, peut-être des raisons de carrière, mais il est déjà professeur titulaire. Bon, la carrière aussi, c'est les postes. Peut-être pour des raisons pécuniaires ou autres, mais surtout en agitant la fibre émotionnelle, sentimentale et tribale, on lui aurait dit, viens à la rescousse, les bêtises sont en danger. C'est ce que j'ai appelé l'instrumentalisation politique de la tribu. Et j'ai indexé ici des intellectuels. J'ai indexé les intellectuels parce que cette instrumentalisation a cours dans toutes nos tribus, mais elle ratisse large au niveau de la classe moyenne. Je vais vous dire, moi je suis Bassa et spécifiquement d'Union Ekele. J'ai suivi des gens dire dans l'Union Ekele, votons Cabral ce tour-ci parce que c'est notre frère. Votons-le quand même. Bien que dans l'Union Ekele, Cabral ne jouisse plus beaucoup de l'affection de ses frères. Mais ses frères ont estimé, pour certains d'entre eux, qu'ils ne pouvaient pas voter quelqu'un d'autre. Il y avait d'autres enfants d'Union Ekele, hein, peut-être pas. Dr Bouga est aussi d'Union Ekele. Ils ont jeté leur dévolu sur Cabral comme étant leur fils représentatif. Ce qui veut dire que ce que je disais des bêtises, voilà comment ça s'est manifesté aussi dans la communauté Bassa. Mais je n'ai pas vu d'intellectuels Bassa d'un certain niveau dire que si on ne vote pas Cabral, les Bassa sont perdus. Je ne dis pas que les intellectuels Bassa ne le feraient pas. Au contraire, ils le feraient. Dans quelles conditions? Les intellectuels Bassa le feraient si Cabral était déjà président et que ces intellectuels aspiraient à leur propre compte à jouir de l'État. Ils viendraient donc manipuler le peuple en disant que le seul qui peut nous sauver, c'est Cabral. Mais voyez l'inanité, l'absurdité du tribalisme. Quand la ministre Ketia Kourtez va défendre le RDPC dans le Ndé à Baganté, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Quand la sénatrice Mami Nyanga va défendre le RDPC à l'ouest chez elle, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Peut-elle aller tenir le même discours que son frère du RDPC, frère entre guillemets, du sud, des Bolova de San Melima? C'est-à-dire aller dire aux populations de l'ouest, votez Biya parce que c'est un Béti? Non. Vous voyez donc que quand Ketia ou Mami Nyanga iront faire la campagne chez eux, chez elles, le discours va s'adapter à ce qu'on a en face. Quand on va leur dire que mais pourquoi nous devons voter un Béti, elles vont dire aux populations, non, vous ne votez pas un Béti, vous votez un Camerounais qui peut bien diriger tous les Camerounais. Pourquoi quand le représentant du candidat Paul Biya se retrouve dans le sud, le centre ou l'est, il se croit obligé de dire aux populations de là-bas de voter Paul Biya parce qu'il est Béti et quelque chose arriverait au Béti? S'il y a donc risque que quelque chose arrive au Béti, si Paul Biya n'est plus là, les autres tribus seraient en légitimité de penser que si Paul Biya continue d'être là, elles sont en danger, notamment les Maguida comme vous les appelez.
Mais les Maguida peuvent aussi dire que parce que Tiroma a très mal challengé Biya, s'il ne venait pas à être installé comme chef d'État, les Maguida subiraient les petits par la personne de Paul Biya. Et si les Maguida refusent donc de subir Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ce pays aura besoin, à un moment donné, des médiateurs de la République. C'est-à-dire des hommes dont la rectitude morale ne souffre d'aucun doute. Qui soient capables de réconcilier le peuple demain. Parce que nous sommes en train de créer de profondes blessures dans l'harmonie de ce peuple. En instrumentalisant la tribu à la manière vénale dont on l'observe, nous creusons des plaies à l'intérieur des plaies existantes. Si nous aspirons au changement, ce qui est légitime, nous devons dans le même temps avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes un jeune État et que la construction de cet État demande beaucoup de retenue, à la fois dans les paroles et dans les actions, dans les attitudes, dans les sentiments et dans les émotions. Et les intellectuels doivent jouer un rôle de surplomb. Ils ne doivent pas descendre si bas. Docteur Fridolin, que je le dis de manière péremptoire, a agi de manière nombriliste, identitaire et irrédentiste. Allez le lui dire comme ça. Il y a un aspect que j'aurais dû évoquer au début de ce live, mais que je vais me permettre d'évoquer. Il nous revient tout le temps que ceux qui soutiennent les candidats de l'opposition, et notamment le candidat Issa Tiroma, doivent faire attention. Je veux dire ici que je ne crois pas que ce soit le président Paul Biya, président sortant et candidat, qui envoie les gens menacer les gens. Vous avez déjà suffisamment de personnes et de personnalités représentatives qui disent beaucoup de bien, même en mentant du RDPC. Vous n'avez pas besoin d'inféoder tout le monde à votre parti. C'est aussi ça, la démocratie. Votre champion a dit qu'il aimerait qu'on garde de lui, que c'est lui qui nous a laissé la démocratie et la prospérité. La prospérité, il n'y en a pas du tout. La démocratie, si vous nous l'enlevez aussi totalement, même au niveau de la parole, vous aurez détesté ce monsieur à tel point qu'il ne nous aura rien laissé. Ce n'est pas Paul Biya qui vous envoie intimider les gens, menacer de tuer les gens, menacer d'embastiller les gens. Et donc, moi, je passe là un message clair à ceux qui essayent de me menacer. J'essaie de vous dire que le discours qui est le mien n'est pas un discours séparatiste. C'est un discours de conviction. Et dans cette conviction-là, mon intime conviction est que votre candidat n'est pas le mieux placé pour gérer le Cameroun.